L'accession au trône d'Henri IV va être le tournant de l'apaisement au royaume de France. En 1598, avec l'édit de Nantes, s'ouvre une période de coexistence pour les catholiques et les protestants. Avec cet édit royal, le long chapitre de guerre civile se referme et s'ouvre alors une période de reconstruction pour une France ruinée et fracturée. La paix ne se décrète pas d'un coup de crayon. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant. Épisode 4, le temps de la tolérance. En ce 4e épisode de l'histoire française du protestantisme, nous poursuivons notre discussion avec Marianne Carbonnier-Burcard, historienne, maître de conférences honoraire à l'Institut protestant de théologie. Bonjour. Bonjour. Je me sais maintenant assez fort pour vous annoncer que vous serez libre, libre de croire et libre de penser. Il n'y aura plus de poursuite ni de condamnation pour ceux qui ont une foi différente de celle de la majorité. Catholiques et huguenots, vous êtes mon peuple. Ce sera la loi en France à compter de ce jour. Longue vie à notre grand et bon roi! Longue vie à notre grand et bon roi! 1598, une date incontournable dans tous les manuels scolaires sur l'histoire de France. L'édit de Nantes est signé par le roi Henri IV. C'est réellement un tournant dans l'histoire du royaume de France, Marianne Carbonnier-Burcard. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un tournant, enfin rétrospectivement sans doute, mais sur le moment ça n'a pas été considéré comme un tournant, d'autant plus que tant que l'édit n'était pas enregistré, et il ne l'a été que par le Parlement de Paris en janvier ou février peut-être même 1599, donc alors qu'il a été signé en avril 98. Donc avril 98, ça n'a pas été en effet un tournant. Ça met du temps à être signé, ratifié à Paris, mais dans d'autres assemblées provinciales également. Après le Parlement de Paris, les parlements de province doivent aussi enregistrer et ils prennent aussi leur temps. Je crois que le Parlement de Rouen a attendu 1609 pour l'enregistrer. Et tant qu'un édit n'est pas enregistré, il n'a pas d'efficacité dans la circonscription du Parlement. Ça montre qu'il y a toujours des réticences. Alors cet édit, ça ne marque pas formellement du jour au lendemain la fin des guerres de religion et des tensions entre catholiques et réformés. Oui, mais ça c'est évident. C'est évident. Il y avait quand même largement l'envie d'en finir avec des années de guerre. Et ça c'était quand même ce que Henri IV, comme chef de guerre, avait montré, sa capacité à dominer et à maîtriser des armées rebelles, puisque c'était le cas des armées de la Ligue. Et donc, il y a eu sans doute un soulagement massif des Français, mais ça n'empêchait pas, en effet, des tensions et des tensions entre les deux religions en France, oui. Donc avec cet édit de Nantes, c'est pas simplement une tolérance formelle sur papier qui s'installe dans le royaume. Il y a réellement des effets positifs pour la liberté de culte, pour les prétendus réformés. Oui, l'édit donne la possibilité de culte, point qu'il y a quand même sur l'ensemble du territoire français à peu près 600, 700 églises qui ont pu s'implanter. Alors, d'autre part, il y a aussi des dispositions d'égalité d'accès des réformés aux offices et aux charges. C'était déjà le cas dans certains autres édits précédents. Égalité d'accès à la justice, en ce sens qu'il y a des chambres mixtes, mi-parties, auprès de certains parlements pour juger des affaires civiles ou pénales où des réformés sont partis. Donc ça donne une certaine garantie judiciaire pour les protestants. Et enfin, l'édit, mais dans des brevets à part, octroyait aussi un certain nombre
un assez grand nombre, un très grand nombre même, on peut dire, de places de sûreté, des places fortes qui étaient plus ou moins importantes. Mais avec ces places fortes, si les réformés sont attaqués, ils peuvent dire « mais attendez, j'ai aussi mes propres armées ». Alors, certaines places fortes, d'ailleurs, avaient des soldats payés par le roi. C'était pas seulement les propres ressources des réformés. Enfin bref, il y a à peu près 500 places fortes. C'était quand même énorme, même s'il y en avait des toutes petites. Énorme, et c'était des garanties que en cas de reprise d'hostilité, les réformés avaient des moyens de se défendre. Voilà. Et donc ça a été très important. Mais c'était provisoire. C'était le temps que les esprits s'apaisent. Et bon, au fil des ans, les réformés ont obtenu des prolongations de ces places fortes, jusqu'à ce qu'elles soient démantelées à la fin des dernières guerres de religion qui ont eu lieu après l'édit de Nantes, les guerres de Rohan. Mais les réformés, de manière globale, est-ce qu'ils sont satisfaits par cet édit de Nantes ? Non, les protestants, beaucoup ont trouvé que cet édit n'était pas satisfaisant, qu'il était insuffisant. L'édit proclamait une liberté de conscience. Ce n'est pas dans ces termes que c'est dit, mais enfin c'est assez clair. La liberté de conscience et une liberté de culte limitée. Limitée au lieu où le culte était célébré dans l'année de référence 1577, enfin il y a plusieurs années de référence, parfois dans des lieux improbables, parce que les faubourgs ou les bourgs choisis pour le culte par les commissaires de l'édit sont pas toujours les plus favorables pour les protestants. Il faut souvent faire des kilomètres, ou même pour les Parisiens. Pour les Parisiens, même à Charenton, il faut encore y aller. C'est pas tout à fait la porte à côté. Mais oui, globalement, il y a quand même un maillage territorial qui est quand même relativement important. Mais il est certain aussi que l'édit fige la carte des églises réformées. Une fois que les commissaires sont passés et on se sont accordés sur le lieu à octroyer aux réformés, le lieu est fixé et il n'y a pas de possibilité, théoriquement, il n'y a pas de possibilité d'extension ou de modification des lieux de culte. Donc c'est quand même un handicap pour les réformés, un handicap de croissance. Et d'ailleurs, la population réformée, elle reste peut-être autour de 800 000 réformés en France, sous l'édit de Nantes, mais proportionnellement, elle s'affaiblit puisque la population française est en croissance dans toute cette période. Donc en réalité, le pourcentage des réformés s'affaiblit assez considérablement. Je vous propose une petite pause avec cette lecture du préambule de l'édit de Nantes. Par cet édit perpétuel et irrévocable, disons, déclarons et ordonnons. Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1587 jusqu'à notre avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents et à leur occasion d'issue, demeurera éteinte et assoupie, comme de choses non advenues. Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise en tout lieu et endroit de Sétuit, notre royaume et pays. Et pour ne laisser aucune occasion de trouble et différend entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de la dite religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de Sétuit, notre royaume et pays, de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience. Dans le texte, cette formule est récurrente pour désigner les réformés, c'est la religion prétendue réformée. C'est un terme qu'on doit percevoir comment un peu méprisant, dévalorisant. C'est certain que c'est pas, ça n'est pas fait pour faire plaisir, mais ce terme. Parce que religion réformée, c'est une appellation qui est interdite. Les pasteurs ne peuvent pas se dire pasteurs de l'Église réformée, mais pasteurs de l'Église prétendue réformée, quand ils signent leurs ouvrages, par exemple. Donc, bien sûr, c'est une manière de dévaloriser la religion réformée. Ceci dit, le fait d'être appelé religion et non pas hérésie, c'est un énorme pas.
qui était fait dans d'autres précédents édits de pacification, même dans le premier édit de janvier, mais c'était pas ce terme, mais c'était la nouvelle religion. Mais parler de religion et non pas d'hérésie, ça change tout, parce que le dispositif anti-hérétique ne s'applique pas. On est face à une nouvelle religion ou à une religion prétendue réformée. L'édit de Nantes est aussi l'illustration du pouvoir royal. Le roi Henri IV l'impose malgré les oppositions. Henri IV, par cet édit, est-ce qu'il veut marquer son autorité ? Ah oui, clairement. L'édit de Nantes, c'est un édit royal et Henri IV se présente là en roi très chrétien, mais au-dessus des deux religions. Il est, bien sûr, de la religion catholique, apostolique et romaine, mais il se pose en roi au-dessus des partis. Et dans le préambule de l'édit de Nantes, il dit bien que, en attendant que les réformés, les prétendus réformés reviennent au sein de la vraie religion catholique, apostolique et romaine, ou de la religion catholique, apostolique et romaine, en attendant, eh bien, il octroie un édit qui instaure la paix à l'intérieur du royaume, la paix religieuse à l'intérieur du royaume. Petite question toute bête, pourquoi l'édit de Nantes, il est signé à Nantes ? Oui, l'édit est signé à Nantes parce que Henri est dans la poursuite de ces combats pour réduire les villes ligueuses à l'obéissance, et il entre dans Nantes en vainqueur de la Ligue, et c'est à Nantes qu'il va signer, qu'il impose à la signature cet édit qui a été élaboré à la fois du côté réformé les réformés ont présenté leur plainte, ceux qu'ils voulaient obtenir et leur plainte, et du côté catholique aussi. Donc ça a été un travail un travail d'écriture à partir des précédents édits de l'édit de Poitiers en particulier, mais aussi des plaintes pour tenir compte des plaintes des uns ou des autres. Ça démontre l'équilibre des forces à ce moment-là. C'est le mieux que les réformés comme les catholiques peuvent obtenir finalement pour s'assurer de la paix. Oui, c'est sans doute on peut dire le point d'équilibre entre deux partis qui sont très inégaux. Donc un parti catholique majoritaire, une religion catholique majoritaire et une petite minorité réformée. Et cet édit, il a réussi là où les autres ont échoué. Pour quelles raisons ? Ça tient beaucoup à la personnalité, au parcours d'Henri IV. Ça tient au fait que, en effet, que dans les premières années d'application de l'édit, où il y a eu des commissaires sur le terrain, des commissaires, un protestant, un catholique, deux par deux, sur le terrain, ils allaient vérifier les lieux d'implantation des nouveaux cultes, puisqu'il y en avait un certain nombre, les questions des cimetières, il y avait toutes sortes de questions pratiques qui se posaient, et donc il y a eu cette application par des commissaires de l'édit, mais il y en avait eu dans des précédents, à la suite de précédents édits déjà, mais là beaucoup plus, et le fait que Henri IV ait quand même duré jusqu'à son assassinat, jusqu'en 1610, ça a quand même permis l'installation de cet édit. Il y aurait eu un changement dynastique plus précoce, il n'est peut-être pas évident que l'édit aurait... Là, il a été mis sur les rails et porté assez loin, quand même, par Henri IV. Et aux côtés d'Henri IV, il y avait aussi Sully, et les réformés savaient aussi qu'ils avaient l'oreille de Sully pour, par exemple, le culte à Paris. L'édit de Nantes prévoyait que le culte ne pouvait pas avoir lieu à moins de 20 km à l'extérieur de la ville. Et progressivement, il a pu quand même se rapprocher à Blon, puis Charenton. Et ça, c'est grâce à Sully qui a accepté ces petites dérogations. À cette période, donc géographiquement, où est-ce que se situent les réformés ?
Sous l'édit de Nantes, c'est toujours le fameux croissant huguenot qui est la zone d'implantation majeure des réformés. Donc Dauphiné, Vivarais, Cévennes-Languedoc, Haute et Basse-Guyenne, Saintonge, Poitou et Normandie, plus Paris, qui est quand même... à Paris, il y a quand même aussi une forte communauté réformée. Et avec cet édit de Nantes, justement, ils ont l'interdiction d'étendre ces territoires. Oui, l'édit de Nantes fige l'implantation des églises réformées. Alors, il y a eu des dérogations qui ont été dérogations qui n'ont pas toujours été formelles, mais avec des annexes. Dans certaines églises, église au sens de assemblée, de communauté, le lieu de culte était vraiment mal placé, et donc il y a eu des lieux qui ne pouvaient pas avoir le statut d'église, puisque les églises étaient en nombre fixe et en lieu fixe, pas le statut d'église, mais de annexe. C'était toujours la même église, mais dans des lieux annexes. Et donc, il y a eu cette possibilité un peu dérogatoire, mais encore une fois, qui sera contestée très vite. Les annexes vont être supprimées sous le règne de Louis XIV. Voilà, donc c'était une manière de sortir un peu de ce carcan imposé par l'édit de Nantes, que les réformés ont imaginé, mais bon, précaire. L'histoire du protestantisme français. Henri IV sera finalement assassiné en 1610. Comment est accueillie la nouvelle par les réformés? Il y a tout de suite de l'inquiétude ou pas encore? Ah oui. La mort de Henri IV est notée avec dans les mémoires, avec Mémoire du temps ou Histoire ou les calendriers historiaux, avec inquiétude, et en notant que Ravaillac, comme précédemment, il y a eu d'autres tentatives d'assassinat de Henri IV. Il faut voir que c'est aussi que le motif religieux était à chaque fois derrière les assassins. Donc les réformés notent que oui, les assassins sont le bras armé du clergé catholique. Oui, du vivant de Henri IV, tout pouvait se passer au mieux, parce que même s'il était catholique, il y avait toujours une sympathie, une empathie entre Henri IV et les protestants. Mais après la mort d'Henri IV, donc c'est la régence de Marie de Médicis, les protestants se sont inquiétés. Et puis, en 1617, avec la volonté du roi Louis XIII de remettre le Béarn, qui ne faisait pas partie du royaume de France, le Béarn, dont la souveraine Jeanne d'Albret avait imposé la religion réformée dans les années 1560, Louis XIII entend traiter le Béarn comme partie du royaume de France, qui n'est pas encore formellement, et imposer le rétablissement de la religion catholique. Et donc les réformés qui ont toujours des assemblées politiques, les réformés s'inquiètent et même lèvent des armées au secours de leurs frères du Béarn. Et donc là c'est l'engrenage pour une série de nouvelles guerres, alors qui sont assez locales dans la Saintonge, l'Ouest Saintonge, et puis Cévennes, Languedoc, sont les guerres on les appelle les guerres de Rohan, parce que Henri de Rohan était le chef militaire majeur de ces opérations. Ces guerres se sont terminées par l'édit d'Alès en 1629, et cet édit, mais les précédents d'ailleurs, puisqu'il y en a eu 3, cet édit ordonne le démantèlement de toutes les places fortes, toutes les forteresses protestantes, donc celles qui restaient, parce qu'il y en avait de moins en moins. Et donc là, à partir de 1629, comme le dit Richelieu quand il entre à Montauban en vainqueur,
après un long siège de Montauban, Richelieu annonce que dorénavant, les réformés, les prétendus réformés, sont remis dans l'égalité de tous les Français, mais eux, leur sort ne dépend que de la bienveillance, de la foi, de la bonne foi et de la bienveillance du roi. Donc les protestants savent à ce moment-là qu'ils n'ont plus de refuge, plus de place de refuge. Leur sort est complètement lié au roi. Et à partir de ce moment-là, ils vont davantage encore forcer le trait du loyalisme monarchique. Ils développent ils proclament à tout bout de champ leur attachement indéfectible à la monarchie. Leur amour de leur protecteur. Oui, leur protecteur. Donc on part de 500 villes, bastions, refuges avec l'édit de Nantes, et petit à petit, ce chiffre diminue. C'est dû à quoi ? C'est des conquêtes, justement, de Richelieu. C'est-à-dire qu'au fil des guerres de Rohan, beaucoup de places ont été perdues. Et puis, avec l'édit d'Alès, l'édit de Nîmes qui est la grâce d'Alès, les dernières qui restent sont démantelées, doivent être démolies. Donc il n'y a plus de place de sûreté. Oui. Est-ce qu'on peut résumer la situation ainsi ? Avec l'édit de Nantes, c'est une parenthèse qui s'ouvre, qui va se refermer petit à petit et finalement dans le feu des canons à nouveau ? Enfin, une parenthèse qui a quand même été longue par rapport à tous les édits de pacification antérieurs. L'édit de Nantes, c'est celui qui a duré. Même si on le restreint à la période 1629-1680, ça fait quand même plusieurs décennies de tranquillité. Cette période de l'édit de Nantes, et particulièrement sous le règne d'Henri IV, une période un peu bénie finalement dans l'histoire du Royaume de France, comparée aux autres périodes qui sont malgré tout assez sanglantes. En tout cas, dans l'historiographie protestante, en effet, le règne de Henri IV et également la période sous Louis XIII, la période de Mazarin a été considérée comme une des périodes plutôt fastes où les protestants avaient pignon sur rue, il y a des écrivains bien en cours, ça a été, oui, on peut le considérer comme ça. Marianne Carbonnier-Burcard, historienne, maître de conférences honoraire à l'Institut protestant de théologie, 4e épisode de notre série consacrée à l'histoire du protestantisme en France. On rappelle votre livre « Histoire des protestants, minorités en France, 16e, 21e siècle », coécrit avec Jean Bobéro aux éditions Ellipse. Merci. Merci et au revoir. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant.